C'était en 2003, un samedi soir de printemps, exactement à l'époque où je commençais à sortir en boîte. I know you don't lose it. Sexy ladies want power. Laisse-moi kiffer la vibes avec. J'avais été désigné responsable pour appeler tout le monde pour se donner rendez-vous parce qu'on sortait en groupe. Et donc, j'ai dû appeler plusieurs personnes, dont un ami en particulier, Nab, si tu te reconnais. À l'époque, c'était pas super facile de joindre les gens parce que tout le monde n'avait pas un téléphone portable super efficace qui avait du bon réseau. Donc, j'ai dû faire ce qu'on faisait à l'époque de temps en temps, c'est-à-dire appeler la maman de mon ami qui était à la maison parce que j'avais dû appeler sur le téléphone fixe. La maman de mon ami décroche. Bonjour, oui, bonjour madame. J'appelle parce que j'essaie de joindre notre ami. On a rendez-vous ce soir. Ah bon, rendez-vous pourquoi? Ah non, on va sortir ensemble. Ah bon, mais j'entends pas bien. Qui êtes-vous? Non, je suis un ami. On fait partie du même groupe. Ok, d'accord. Je vais lui dire quand il revient. Mais qui a appelé? Je dis, c'est son amie Christelle. Puis 3 secondes de silence. Comment? Oui, c'est son amie Christelle. Mais vous êtes un homme! Vous êtes un transsexuel! Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle, c'est mon prénom. Et puis, ça arrive souvent qu'on me dise, est-ce qu'il t'est arrivé des trucs bizarres parce que tu t'appelles Christelle et que t'es un homme? Et je pense que c'est une anecdote les plus marrantes qui me sont arrivées à ce propos. T'aurais dû lui dire, je suis la copine de Nabil. Le pire, c'est que quand on s'est revus plus tard, Nabil m'a dit, mais attends, ma mère était super choquée. Elle m'a dit que j'avais un ami transsexuel qui avait téléphoné. La prochaine fois, essaie de me joindre directement parce que... Et en fait, ça a continué pendant quelques temps jusqu'à ce qu'elle me rencontre et qu'on ait pu s'expliquer. Mais voilà, c'est une histoire drôle. Mais on réalise quand même que c'est drôle précisément parce que c'est dans cette anecdote, le fait que je sois pris pour une femme, parce que ça m'arrive aussi d'être appelé au téléphone Madame Christelle, ou pour un transsexuel précisément dans ce cas-là, c'est drôle simplement parce que c'est évident pour la plupart des gens que je suis un homme. J'ai une voix masculine, une apparence très masculine. C'est évident pour la plupart des gens. J'espère, en tout cas. Mais c'est plus tellement le cas. Il faut dire que ces dernières années, la confusion des genres est quelque chose qui est de plus en plus connu, reconnu, au point de devenir un véritable sujet de société. Ouais. Et au point, en fait, où on n'a plus vraiment de questions faciles à cette question pourtant simple. Qu'est-ce qu'un homme ou qu'est-ce qu'une femme? En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices de Sagesse et Morito. Ici Léa avec mes super copains Christelle et Jean-Christophe. Et aujourd'hui, on se pose autour de la table pour parler d'une thématique de société qui pourrait nous faire parler pendant des heures et des heures et des heures avec des cris, des larmes et beaucoup de désaccords parce que c'est une thématique compliquée. On entend de plus en plus parler de transgenre. Certains y rajoutent même un isme, tellement c'est un phénomène, transgenrisme. Mais souvent, quand on en entend parler, c'est de façon hyper polarisée et très émotionnelle. Moi, quand je commence à réfléchir à la question du genre et à ses multiples implications, notamment les personnes qui transitionnent, j'ai tout de suite peur d'être immédiatement considérée comme transphobe, comme intolérante, et j'ai aussi peur de me tromper, de pas exactement savoir comment me positionner et qu'est-ce que je pense sur la question. Parce que, oui, qui est-ce que je suis moi pour dire que telle personne est un homme si elle se sent femme? Enfin, c'est compliqué en fait. Mais au-delà de la tolérance et de l'accueil de l'autre, cette question du transgenrisme, elle pose aussi une multiplicité de questions sur l'identité,
l'identité qui est vécue sous le prisme du ressenti, de je me sens comme ceci, donc je suis cela. Et tout ça, ça pose énormément de questions philosophiques et théoriques sur quels sont les postulats de base qui nous permettent aujourd'hui de poser la question transgenre dans les termes qu'on peut voir sur les médias. Et tout ça nous amène à la question fondamentale de la vérité. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien, en fait, à Sagesse et Morito, dans le fait de chercher l'essence au-delà des apparences. Mais pour pas tout de suite vous assommer, ni vous, les auditeurs, ni mes chers copains, Christelle et JC, avec de la théorie, de la philo, etc., je vais juste commencer par raconter une histoire. Parce que l'histoire de Christelle, elle est drôle parce qu'elle t'est arrivée à toi et que tu ne te sens pas ni transsexuel ni transgenre, tu es en dehors du débat et donc ça t'est arrivé et c'était un petit peu surprenant. Mais il y a des personnes qui vivent ça de l'intérieur, notamment un certain Scott Nugent, dont je vais vous raconter une partie de l'histoire. Il y a 6 ans, j'ai commencé ma transition. Au cours de cette période, mon assurance et moi-même avons été facturés à peine moins d'1 million de dollars. La dysphorie de genre n'est pas un choix, mais être transgenre l'est. C'est un sentiment, un désir, une envie. Nous disposons aujourd'hui d'une technologie médicale qui permet aux personnes biologiquement femmes de créer l'illusion de ressembler à des hommes grâce à un traitement à la testostérone et à la chirurgie. Cette technologie moderne m'a apporté la paix, dit-il. Parce que c'est un homme transgenre qui dit ça. Mais il continue, il dit que ça lui a apporté la paix, mais à un prix très élevé. Le processus est brutal pour l'esprit, le corps et l'âme. Être transgenre est désormais un désir que l'on peut transformer en réalité. On peut le créer par une intervention médicale. Mais les traitements ne sont pas réversibles et comportent des risques importants. De nombreuses personnes souffrant de dysphorie de genre croient que les hormones sont réversibles, ce n'est pas le cas. De nombreux parents mettent leurs enfants sous inhibiteurs de puberté, pensant qu'ils sont réversibles, ce n'est pas le cas. Au Royaume-Uni, le NHS, donc le ministère de la Santé, s'en est récemment rendu compte et est en train de modifier sa position, mais le Canada a refusé de se pencher sur cette question. Pourquoi ? Nous oublions l'énorme quantité de revenus générés en poussant nos enfants à croire qu'ils sont transgenres. De plus, les médecins, les travailleurs sociaux et les cliniques spécialisées dans le domaine du genre ne sont pas transparents quant aux innombrables risques de la transition médicale. Il continue. Pendant ma propre transition, j'ai subi 7 interventions chirurgicales pour changer mon apparence en homme. Comme effet secondaire, j'ai eu une embolie pulmonaire massive, un vol de sauvetage en hélicoptère, un trajet en ambulance d'urgence, une crise cardiaque due au stress, une septicémie, une infection qui a duré 17 mois, quant à l'utilisation de la mauvaise peau lors d'une phalloplastie ratée, 16 séries de traitements antibiotiques, 3 semaines d'antibiotiques quotidiens par voie intraveineuse, la perte de tous mes cheveux, une chirurgie reconstructive partiellement réussie du bras, des dommages permanents aux poumons et au cœur, une vessie coupée, des hallucinations provoquées par l'insomnie et de fréquentes pertes de conscience dues à la douleur des poils à l'intérieur de mon urètre. Tout cela a conduit à une forme de syndrome de stress post-traumatique qui m'a rendu prisonnier de mon appartement pendant 1 an. Wow. Je sais pas comment est-ce que vous réagissez d'emblée quand vous entendez ce témoignage, mais ce que je trouve incroyable, c'est que, je le rappelle, c'est le témoignage d'une personne qui s'appelle Scott Nugent, qui est un homme transgenre. C'est-à-dire qu'il est né femme et il a entamé une transition pour devenir être légalement reconnu comme un homme et se présente aujourd'hui comme un homme. Et c'est une des personnes qui a été interviewée dans un documentaire dont on a parlé un petit peu entre nous avec l'équipe de Sagesse et Morito, qui est sorti en 2022. Documentaire de Matt Walsh qui s'intitule « What is a woman ?» Qu'est-ce qu'une femme ? Et dans ce documentaire, il va voir en fait plein de personnes différentes, des hommes, des femmes, des hommes transgenres, femmes transgenres, des spécialistes des théories du genre ou des études de genre, des psychologues d'affirmation de genre, les psychologues qui vont accompagner des personnes éprouvant des dysphories de genre et des personnes lambda dans la rue en leur posant la question « c'est quoi une femme ?» Et toutes ces personnes ont beaucoup de mal à répondre et en fait mettent le doigt sur à quel point la manière dont on voit dans les médias se poser la question du transgenrisme rend très très flou les catégories de femmes et d'hommes. Tu disais, là, je ne sais pas trop ce que ça vous fait d'entendre cette histoire, je ne sais pas pour les auditrices et les auditeurs, mais
c'est clair que c'est pas forcément la façon dont on entend parler régulièrement, ou en tout cas ces derniers temps, de transition de genre, du phénomène transgenre, etc. Enfin, la réaction spontanée, c'est « Oh waouh, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît ». C'est souvent présenté comme il y a des personnes qui se sentent pas dans le bon corps, et qui vont suivre un traitement pour adapter leur corps à leurs sentiments profonds. Là, le témoignage que tu donne quand même l'impression, c'est pas aussi simple que ça. Et en plus, si on en croise le documentaire, ça a des conséquences plus larges parce que ça concerne pas la problématique de la question transgenre ne concerne pas juste les personnes transgenres, mais aussi notre façon de concevoir ce que c'est qu'être homme ou femme. On peut bien sûr comprendre des personnes qui... Il y a toujours eu des hommes qui étaient plus féminins ou des femmes qui étaient plus masculines, mais tout le monde comprenait que c'était des hommes et des femmes. D'ailleurs, un homme efféminé ou un garçon manqué, voilà. C'était clair pour tout le monde. Et là, en fait, on parle d'autre chose, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Oui. Et en fait, humainement difficile qu'il n'y paraît. C'est pas si léger. Il faut comprendre que c'est la technologie qui rend cette discussion-là possible et complexe, dans le sens où tu donnes l'exemple des hommes plus efféminés ou des femmes plus masculines par rapport à nos catégories culturelles de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, parce qu'il faut toujours faire attention à ça. Sans tomber dans je ne souscris pas à l'idée que la masculinité ou la féminité est seulement une pure concept sociale, mais quand même, on voit qu'à travers les cultures, il y a des manières différentes de l'exprimer. Il y a des stéréotypes sociaux, même si tout n'est pas que construction sociale. Oui, il y a des caractéristiques masculines ou féminines qui transcendent les cultures et les époques, puis il y en a d'autres qui sont vraiment dépendantes des cultures et des époques. Tout cela étant dit, c'est quand même assez récent, historiquement, qu'on soit en mesure de faire des chirurgies ou de vraiment transformer quelqu'un d'un genre vers un autre. Je veux dire, dans la littérature biblique ou classique, on a l'idée d'eunuques, par exemple, d'hommes qui vont être castrés en quelque sorte, et qui vont... Mais ils ne sont pas appelés des femmes, ils sont appelés des eunuques. C'est comme une certaine catégorie intermédiaire. Mais mis à part cette exception-là, et même si dans certaines cultures, c'est quand même assez rare, mais ça arrive qu'une femme peut jouer un rôle d'homme, surtout dans les cultures où les rôles masculins et féminins sont extrêmement marqués. On pense chez les Inuits dans le passé où c'est la femme qui reste à la maison, c'est l'homme qui va à la chasse, mais une famille qui a 3 filles a besoin d'avoir un garçon, donc quelqu'un va changer de rôle, mais il n'y a pas cette idée-là que cette personne-là passe par des chirurgies ou des transitions pour faire correspondre son corps à ce rôle. Donc, il faut quand même être conscient de ça, que la technologie rend possible des questions qui n'étaient pas possible d'être considérées qui n'étaient pas envisagées avant. Pas envisageables. Et la recherche aussi évolue en même temps que la médecine et puis les nouvelles technologies. Et puis, il y a un terme qui est un petit peu central dans les questions transgenres, qui est de plus en plus présent dans ces conversations, c'est celui de dysphorie du genre. C'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de réflexions sur qu'est-ce qu'une personne ressent quand elle dit ne pas être dans le bon corps. Et ça a été classifié comme une condition médicale, comme un trouble, ressentir la dysphorie du genre. Toutes les personnes qui vont être transgenres ou être des porte-parole de la question transgenre vont pas avoir le même avis sur qu'est-ce que c'est que la dysphorie du genre, parce que de toute façon, ça reste, on le sait, une thématique très très compliquée. Mais là, ce que Scott Nugent est en train de dire, c'est que lui-même a vécu la dysphorie du genre. Quand vivant femme pendant 42 ans de sa vie, il avait ce ressenti de ne pas être la bonne personne, de ne pas être complètement lui-même, d'être troublé dans le vécu de son corps de femme. Il a entamé à 42 ans une transition et il dit
le fait de devenir médicalement comme un homme, il dit que la transition médicale crée l'illusion qu'il est un homme, mais il reconnaît qu'il est biologiquement né femme, c'est un fait. En tout cas, la manière dont il en parle, c'est de dire ça a aidé à sa dysphorie de genre. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, parce que là encore, on ne peut pas prendre un exemple et faire une immense généralité. Quand tu dis ça a aidé à sa dysphorie de genre, ça veut dire que ça l'a soulagé quelque part. C'est-à-dire ça l'a soulagé. Mais ce qui est, je trouve, bouleversant dans son témoignage, c'est qu'il n'en reste pas là. Il finit pas, j'ai pris des hormones, j'ai subi une phalloplastie, maintenant il a évidemment de la barbe, c'est ce que créent les hormones quand tu prends de la testostérone, il ressemble de plus en plus à un homme et il dit... Mais ça m'a créé tellement d'autres complications. Il ne faut pas normaliser les questions de transition. Et moi, je trouve ça dingue de lire son témoignage parce que, voilà, il ne s'agit pas d'observer ça de l'extérieur et puis de donner un avis, mais d'écouter les personnes qui aussi traversent ça et de voir à quel point, comme tout dans la vie, c'est toujours beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Oui, c'est quand même frappant de voir comment le discours a changé quand même dans les dernières années. Je pense que c'est le témoignage de Nugent le souligne. Dysphorie, ça vient du grec dys, qui est difficile ou mal, puis féro porté. Donc, de mal porter son genre, cette idée-là de mal porter son genre, c'est une condition mentale. Et dans le passé, sans la technologie, à quelque part, s'il y a une adéquation entre ta psyché et ton corps, c'est ta psyché qu'on va essayer de changer parce que ton corps est un fait. Il est donné, il est là, puis c'est pas possible. J'ai l'impression, dans toute la conversation autour du transgenrisme récemment, c'est qu'on dirait que le balancier s'est vraiment renversé. Puis là, on va aller vraiment vers ce qu'on appelle l'affirmation, entre guillemets, du genre, c'est-à-dire la transformation du corps pour correspondre à cette conception interne du corps. Bon, faut savoir qu'au Canada, il y a une loi qui vient d'être adoptée au Parlement qui criminalise les thérapies de conversion. C'est-à-dire? C'est-à-dire, dans le fond, la loi, au début, je crois qu'elle avait été initiée en réaction à certaines pratiques, des fois dans des communautés religieuses, qui visait à changer l'orientation sexuelle des personnes. Puis, souvent, c'était certaines histoires d'horreur, là, littéralement, où des gens avaient de la thérapie par électrochoc ou des choses là, extrêmement, extrêmement traumatisantes. Et donc, je ne m'oppose pas du tout à cette idée-là d'interdire des thérapie de conversion, mais la définition de thérapie de conversion est devenue tellement large à travers le projet de loi qu'aujourd'hui, une thérapie de conversion, et là je cite la loi, s'entend d'une pratique, d'un traitement ou d'un service qui vise, selon le cas, à modifier l'orientation sexuelle d'une personne pour la rendre hétérosexuelle, à modifier l'identité de genre d'une personne pour la rendre cisgenre, à modifier l'expression de genre d'une personne pour la rendre conforme au sexe qui a été assigné à la personne à la naissance, et ainsi de suite. Là. Il y a 7 définitions ici. Mais ce que ça fait, c'est que ça fait vraiment pencher le balancier vers la transition hormonale puis chirurgicale. Tu veux dire que ça l'encourage, c'est ça? Non seulement ça l'encourage, c'est que le contrebalancier qui serait de dire on va essayer d'offrir un service ou un traitement psychologique ou psychiatrique pour atténuer cette dysphorie-là, non seulement c'est illégal, c'est criminel. Ouais. Donc. Et c'est notamment ce que critique Scott Nugent. Et il le critique en tant que personne qui lui-même a subi une transition médicale et passé par là. Et il dit, de plus en plus, on normalise l'idée de transition dès qu'une personne va ressentir une dysphorie du genre. Mais c'est ça que je voulais demander, parce que tu as dit ça tout à l'heure, c'est dangereux de normaliser la transition, mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que, telles que les lois dans les différents gouvernements, et c'est pas qu'au Canada, on a des lois similaires en France, probablement en Belgique aussi, de plus en plus, mettent en tête que ce serait dangereux de dire à une personne, est-ce que vraiment tu es sûr que tu veux passer de homme à femme ou de femme à homme? Rien que le fait de remettre ça en question, ça devient de plus en plus
risqué, voire Controversé. illégal. Ouais. Donc, ce que ça fait dans le sens inverse, c'est qu'une personne disant, même jeune, même ado, même enfant, je veux changer de genre, Ou je me sens pas bien. ou je dans ma me peau, sens quoi. pas bien dans ma peau et je veux Et transitionner. combien de jeunes ne se sentent pas Ouais, bien dans c'est leur un peu peau? normal, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, l'idée, c'est d'aller dans une politique d'affirmation. Et c'est d'ailleurs, pour ça, on entend de plus en plus parler, quand on s'intéresse à ces questions-là, de psychothérapie d'affirmation de genre. Ce qui est intéressant, c'est que Nugent, lui-même trans, s'oppose à un activisme transgenre qui rend beaucoup plus commun et beaucoup plus acceptable et beaucoup plus normal la solution de tout de suite encourager à la transition. Ouais. Et il dit, ça se fait de plus en plus jeune, en fait. Il y a plein d'États qui permettent, notamment dans les pays scandinaves, à ce que des enfants de 4, 5, 6, 7, 8 ans décident je vais changer, et les lois sont là pour les aider. Et il dit, mais ça, c'est dangereux parce que en fait, c'est pas du tout anodin comme chirurgie. Et puis, de prendre des bloqueurs de puberté ou des inhibiteurs de puberté, de passer par cette étape-là, ce qu'il dit, c'est « mais je le souhaite à aucun enfant ». Et donc, attention à la manière dont on en parle. Faut faire attention aussi, là, c'est quand même, ça demeure assez rare que des enfants aient des chirurgies là, ou des mineurs aient des chirurgies. Cela étant dit, la ligne de controverse aujourd'hui se situe au niveau des traitements hormonaux qui vont bloquer la puberté. Et certains vont dire que bon, les bloqueurs de puberté, c'est quelque chose de réversible, mais il y a peu de recherches qui sont faites là-dessus. Puis il y a plusieurs recherches qui semblent indiquer que non, au contraire, plus le traitement dure longtemps, plus ses effets sont irréversibles, c'est-à-dire la personne peut être stérile ou peut avoir des différences de développement qui seront mais réglées si la personne décidait de ne plus transitionner. C'est assez surprenant. En fait, ce que tu dis va dans le sens d'une étude dont j'avais entendu parler assez récente, qui était faite en 2022 dans des cliniques au Royaume-Uni, qui demandait, vous savez, ce qui se passe souvent, c'est que des adolescents ou des adultes, parfois des très jeunes adolescents, qui ressentent une dysphorie de genre, vont consulter dans des cliniques qui se spécialisent dans ces questions-là. Et on a juste étudié quel est, par rapport au nombre de personnes qui viennent consulter, dans combien de cas, dans quelle proportion des cas est-ce que la clinique va opérer un diagnostic de dysphorie de genre et donc aussi un traitement de réassignation. Et dans le chiffre qui est extrêmement choquant, c'est que dans 98-99% des cas, le diagnostic qui est fait auprès de ces familles est la dysphorie, et donc le traitement est recommandé. Et c'est comme vraiment si c'était surprenant. la seule option, en fait. Mais oui, parce que dans quel secteur, quel médecin, quel psychologue va faire toujours, 99% des cas, c'est quand même toujours le même diagnostic pour un problème qui lui est présenté. Moi, je trouve ça très surprenant. Et donc, du coup, moi, je ne suis pas en train de dire que la dysphorie de genre n'existe pas. Ouais. C'est tout à fait compréhensible qu'à divers moments de notre vie, on puisse se sentir partagé entre guillemets, ou mal dans sa peau d'une manière ou d'une autre. Et qu'il y ait des personnes qui le vivent beaucoup plus que d'autres. Exactement. C'est beaucoup plus grave. Exactement. Donc, ça existe, mais quand même, que ce soit 100% des cas et que toutes les personnes doivent avoir à peu près le même type de traitement, c'est assez surprenant. Et donc, du coup, moi, ça m'interroge. Je me dis, peut-être qu'il y a en fait une façon de penser qui oriente les gens derrière ces cliniques vers ce type de conviction. Et puis, en plus de certains, peut-être, je sais pas, intérêts matériels aussi. Et malheureusement, c'est ce que Nugent soulignait, c'est de dire, évidemment, il y a tout un pan de l'industrie pharmaceutique qui vend ces bloqueurs de puberté et tout un pan du monde médical qui opère ces transitions, qui y ont un intérêt. C'est pervers. On pourrait dire ça pour n'importe quoi. Je veux dire, c'était le même argument qui sortait pour le vaccin, évidemment, dans la période de la Covid. Mais là, ce que tu dis, Christelle, c'est que il y a une vision du monde qui sous-tend ces affirmations-là. C'est qu'en fait, c'est au-delà des vécus personnels. On a le vécu de Nugent, on a le vécu de plein d'autres transgenres qui sont contre le transactiviste, aussi des transgenres qui sont transactivistes. Il y a tout, finalement,
On pourrait avoir une infinité d'expériences personnelles et Ouais. toutes ont leur intérêt, leur vécu et apprennent des choses. Mais il y a forcément des présupposés intellectuels, épistémologiques, un mot qu'on aime bien ici à Sagesse et Morito, sur comment on définit d'ailleurs épistémologique? Comment qu'on sait ce qu'on sait? Comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait? Tout un tas de postulats de base qui sous-tendent ces questions-là. Déjà, rien que de parler du genre et d'avoir peut-être un, deux ou plus genres, il y a un moment ou un autre dans la discussion, on a décidé qu'il fallait accepter ça. Moi, je me souviens bien... Pardon. Moi, je me souviens même de l'époque où on comprenait pas quand on disait « ton genre ». Parce que ça n'avait pas de sens. On parlait de genre uniquement quand on parlait de genre masculin ou féminin pour des mots, en fait. Et il fallait toujours expliquer ce que ça voulait dire, parce que c'était un nouveau mot. Enfin, maintenant, on l'utilise tous les jours. Enfin, je pense beaucoup de gens l'utilisent tous les jours. Et on comprend qu'il y a une différence entre sexe et genre. Mais l'idée même de genre, c'est assez récent, parce que ça fait bizarre. On parlait aussi d'un genre de film, un genre cinéma, mais c'est un nouveau concept, en fait. C'est là où il y a un côté de moi qui est libéral politiquement, qui se dit, chacun devrait avoir le droit de faire ce qu'il veut, puis si quelqu'un veut obtenir une chirurgie pour changer son genre, peut-être qu'il y a des convictions différentes que des miennes, peut-être qu'il y a des présupposés épistémologiques, des croyances différentes des miennes, mais comme je veux pas que lui impose ses croyances sur moi ou sur ma famille, moi, je veux pas imposer les miennes sur lui ou sur elle. Il y a comme un genre de trêve. C'est ça l'ordre politique actuel. Toutefois, là, qu'est-ce qui semble se passer? C'est que les lois, puis les approches, en adoptant, est-ce qu'on pourrait appeler ça l'idéologie transgenre, ou en tout cas... Un système d'idées, quoi. Ce nouveau système d'idées, dans le fond, présume ou accepte les présomptions de cette idéologie-là et les universalise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, on revient souvent avec cette question épistémologique ce qu'on appelle le réalisme, par exemple, dans la théologie chrétienne, puis dans plusieurs... les sciences aussi. Dans les sciences, il y a cette idée-là qu'il y a un réel qui n'est pas construit socialement. C'est-à-dire qu'il existe indépendamment de ma subjectivité, de ce que je ressens, de ce que je perçois. Il existe. C'est ça. Puis ça remonte à Aristote et Platon, là, qui vont être réalistes de manière différente, mais c'est un peu comme l'idée de dire, il y a des cercles. Un cercle, ça existe. Je veux dire, on peut voir des formes sur Terre. Ça, c'est un cercle, le rebord du verre. Bon, toute représentation physique sont imparfaites, mais à quelque part, cette idée-là du cercle, elle existe en vérité. L'idée d'une femme existe en vérité. Et puis, dans le fond, leurs apparences dans l'univers matériel sont le reflet d'une idée qui les dépasse. OK, donc ça, c'est Platon, Aristote, c'est une certaine C'est les philosophie. réalistes. Puis le nominalisme va dire, non, mais toutes ces choses-là sont des mots, sont des concepts, sont des constructions sociales. C'est un peu comme la distinction à dire, est-ce qu'on découvre les mathématiques ou est-ce que les mathématiques sont simplement comme un langage qu'on déduit, qu'on construit. Est-ce que les mathématiques existent, genre 1 plus 1 est une vérité qui existe? À l'extérieur même de l'univers, c'est indépendamment de la réalité matérielle. Ou est-ce qu'on le crée par notre logique en définissant, en disant, bon allez, ça va être une convention sociale, 1 plus 1, ça fera 2. Et ça, à un moment donné, c'est comme, tu crois dans l'un ou dans l'autre. Okay. Ce que tu es en train de dire, c'est que peut-être que la pensée transgenre, de dire on peut se sentir dans le mauvais corps et vouloir transitionner pour avoir un autre genre, c'est plus du nominalisme. Exactement. Puis il y a cette idée-là de dire, pour certaines croyances, on va dire, il y a un créateur et donc il y a un ordre créationnel. Donc le corps avec lequel tu te retrouves, il y a quelque chose de providentiel là-dedans. C'est-à-dire c'est donné comme un cadeau. C'est donné comme un cadeau. Puis, l'harmonie se vit en vivant conformément avec cette providence-là, avec ce cadeau qui est donné. Mais est-ce que ça veut dire que, voilà, si le cadeau qui m'est donné, c'est d'être né dans un corps... prenons le cas de Scott Nugent, là.
le cadeau qui m'est donné, c'est d'être né dans un corps de femme, mais que profondément, je sens que ce corps ne m'appartient pas. Ben, je dois tout faire absolument pour jouer le rôle d'une femme dans la société. Je sais pas, me maquiller, mettre des boucles d'oreilles, avoir des passions typiquement féminines de façon stéréotypée. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Je comprends pas la question. Est-ce que si j'ai l'impression, je vais prendre moi par exemple, si j'ai l'impression qu'au fond de moi, je suis une femme, mais que mon corps qui m'est donné, c'est un corps d'homme, ben, je dois me forcer à jouer l'homme, même si à l'intérieur, je me sens différent. Oui, c'est ça. Ben, ça serait l'approche, si on veut, providentielle, qui dirait, ben, on va prioriser dans ce cas-là la thérapie psychologique. Puis, de toute façon, on remettrait même en question l'autre idée, cette idée même de dire, ben, je me sens pas comme un homme, mais comme une femme. Là aussi, il y a comme une présupposition épistémologique. C'est comme, comment est-ce que je peux me sentir comment est une femme? Il y a un traité très connu en neurosciences qui pose la question, commencer à être une chauve-souris. Et juste à travers cette expérience d'idée, si on veut, on se rend compte que c'est très difficile de décrire la subjectivité d'un être qui est différent de nous. Bon, que la différence entre les hommes et les femmes est différente entre les hommes et les chauves-souris, quand même. J'espère. Mais comment est-ce que tu peux savoir que tu te sens comme une femme si tu es un homme? Et ça, c'est un petit peu le fil rouge dans le documentaire de Matt Walsh, What is a Woman? Ici, autour de la table, on ne l'a pas vu, à part la bande-annonce qui dure 10-15 minutes et qui montre quand même un éventail assez large de réflexions autour du genre. Et il y a donc Scott Nugent qui, lui, alerte un petit peu contre des dérives d'un certain activisme, étant lui-même transgenre. Mais il y a aussi d'autres personnes qui vont insister sur la subjectivité de l'identité. De dire, si je me sens femme, qui es-tu pour dire que je ne suis pas une femme? Peu importe mes caractéristiques physiques, peu importe ma biologie, peu importe les constructions sociales qui ont fait que je suis perçue comme telle ou telle. Et ça, peut-être, c'est quelque chose de très présent dans, on va dire, l'épistémologie aujourd'hui, qui du coup n'est pas réaliste, qui est un peu plus nominaliste. Et donc, c'est aussi la manière de parler du transgenre va aussi être, un autre terme philosophique, l'inverse de l'essentialisme. L'essentialisme, ça dit qu'il y a un ensemble de caractéristiques qui expliquent ce qu'est une chose par essence. Donc on pourrait dire une femme par essence, c'est une personne qui a un utérus, qui a une vulve, qui a ses règles, etc. etc. La question de la relativité de l'identité, c'est de dire non, il n'y a pas une naissance de femme. Si je me sens femme, alors je suis femme. Ouais, et c'est très contradictoire en fait, et c'est très problématique comme façon de penser si on reste sur le plan philosophique, parce que la personne qui va avoir ce discours, elle va dire « je me sens être une femme », mais elle utilise un mot « femme ». C'est-à-dire que quand cette personne va communiquer, elle va dire à l'autre « je me sens femme ». Ben, le truc, c'est qu'on a une idée de ce que c'est une femme. Mais en même temps, la personne va dire « non, mais il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de définition de ce que c'est une femme ». Et c'est très contradictoire. Parce que aussi, ça s'appuie sur des présupposés postmodernistes. Il y a un épisode dans cette saison où on parle du postmodernisme et de l'ensemble des grandes vérités qui sous-tendent cette philosophie, ce courant de pensée, et qui en fait sont vraiment présents aujourd'hui. Et l'un d'eux, ça rejoint ce qu'on dit depuis tout à l'heure par rapport aux questions relatives au genre. Il n'y a pas de réel. Tout est construction sociale. Ça, c'est un postulat de base du postmodernisme et c'est en fait le postulat qui est à la base de beaucoup de conversations sur le genre. C'est nécessaire, exactement. Une femme, un homme, c'est juste des catégories qu'on a créées et donc que l'on peut déconstruire. Ou qu'on peut porter, c'est une identité qu'on peut revêtir ou de laquelle on peut se dévêtir, qu'il n'y a pas un lien fondamental avec le corps. Et c'est quand même très intéressant parce que là, on parlait de la distinction entre
bon, déjà là, le réalisme et le nominalisme auquel on faisait référence tout à l'heure, c'était deux écoles à l'intérieur du christianisme. Quand Tom Holland dit que nos grands débats aujourd'hui sont juste des remises, des remakes. Des remakes d'anciens débats. Ça a eu lieu au 12e siècle, ce grand débat-là. Mais il y a d'autres éléments du transgenrisme qui correspondent quand même davantage à la perspective chrétienne sur le monde que ce que la modernité ou ce que la pensée dominante des dernières décennies, des derniers siècles. Je donne un exemple. Oui, merci. Juste cette idée-là de dire, il y a un âme. Bon, c'est pas le transgenrisme va pas dire il y a un âme, mais cette idée-là qu'il y a comme un soi essentiel qui n'est pas seulement émergent du matériel. C'est-à-dire qui n'est pas que lié à son corps. La possibilité de, entre guillemets, être né dans le mauvais corps présuppose... Qu'il y a une différence radicale entre le corps et l'identité d'une personne. Tandis que dans l'approche matérialiste, c'est-à-dire c'est une approche qui considère que tout ce qui existe est matériel, physique, ou la faculté émergente de quelque chose de matériel et physique. C'est-à-dire, tes pensées, qui tu es, c'est juste le fruit de connexion dans ton cerveau, de réactions chimiques, mais il n'y a pas un toi qui est déconnecté ou qui existe essentiellement de manière séparée de ton corps. Il y a quand même une certaine forme de correspondance avec cette idée-là que non, on n'existe pas... seulement à travers notre corps. Là, ici, il y a vraiment un rapprochement, puis c'est peut-être, là, dans ce cas-là, pas le postmodernisme, mais même le christianisme qui permet ce genre d'hypothèse. Ouais, ce que tu exprimes au fond, c'est cette idée fondamentale qu'un être humain, c'est plus que son corps. Et donc, mon identité, c'est plus que... ce qu'il y a de matériel en moi, c'est-à-dire mon apparence physique, ma voix, mon corps, mes os, etc. Il y a quelque chose de plus. Alors, la petite distinction, sans doute, c'est que l'idée que l'âme est un peu piégée dans le corps et que l'identité, c'est plus important que le corps, c'est pas exactement la même chose que l'idée chrétienne, qui est que le corps fait partie de l'identité de l'être humain. C'est-à-dire que le corps est valorisé. Il n'y a pas une distinction radicale. Donc l'âme est immatérielle et donc elle a plus de valeur que le corps qui a moins de valeur. Non, le corps a énormément de valeur, en fait. Oui, c'est ça. La doctrine chrétienne, par exemple, de l'espérance, de la résurrection, l'idée, c'est que quand on meurt, on ne devient pas des âmes qui flottent dans un éther immatériel, mais il y a vraiment aussi l'espérance de la résurrection avec un corps qui est renouvelé, qui est éternel. Donc, il y a une continuité âme-corps, mais ce n'est pas une dépendance de l'âme sur le corps. C'est ça la distinction. Et en même temps, un autre pont peut-être entre la question transgenre et puis la vision chrétienne du monde, c'est qu'il y a certes une beauté, une bonté du corps en tant que création qui sera ressuscitée dans l'éternité, mais il y a aussi une réalité de la division et de la fracture du vécu du corps. Il y a des problèmes inhérents au fait d'avoir un corps, il y a des maladies, il y a des choses qu'on... Attends d'avoir mon âge, Léa. Poor old JC. Il y a des choses difficiles qu'on vit, il y a des handicaps, il y a des maladies, il y a des conditions médicales qui rendent très très difficile cette vérité. Le corps est bon car il a été créé par Dieu. Et pour aller même plus loin, il y a une réalité de la dysphorie, de se sentir divisé avec soi-même. C'est comme un sentiment d'exil. Oui, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est dans la théologie chrétienne. Dieu se fait homme en Jésus-Christ, une personne qui a vécu sur Terre, alors il y a 2000 ans, donc on l'a pas croisé dans la rue, mais en tout cas, on a suffisamment de preuves pour savoir que c'est vrai, c'est un fait historique. Si on l'a pas croisé dans la rue, c'est parce qu'il a un corps et qu'il n'est pas physiquement là. Exactement. Et ce corps-là, c'était un corps d'humain avec ses capacités, ses incapacités, ses limitations, ses défauts, mais de se dire que Dieu, qui est par essence immatériel, qui est par essence esprit, qui est par essence infini, parfait, se met dans un corps qui est petit, fini, faible, etc. Je pense qu'il sait exactement ce que c'est que de ressentir de la dysphorie, de se sentir
pas dans le bon corps en quelque sorte. Et ça, je trouve, c'est une affirmation aussi très forte. Et c'est là où l'espérance de la résurrection, elle change la discussion, parce que on peut vivre quelque chose de très très difficile aujourd'hui. Et il s'agit pas de dire quoi, t'as la dysphorie du genre, fais un effort. Enfin, je veux dire, Non, c'est ça. on reconnaît que ce sont des choses extrêmement complexes, extrêmement difficiles, que ça recouvre des vécus dont on n'a pas idée. Mais de savoir que ce qu'on vit sur cette terre, ce qu'on vit aujourd'hui, présentement, c'est pas la fin et qu'il y a une espérance future, peut-être que ça peut aider au moins un peu dans la conversation. Et de savoir que Dieu lui-même, il a vécu ce genre de tension, de désalignement complet entre qui il est et le corps qu'il habite. Et bien là aussi, je trouve que ça aide aussi. Juste pour préciser les choses, en théologie chrétienne, on parle du ressenti. Là. Il n'y a pas un désalignement complet entre les natures divines et humaines, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, à quelque part, même l'incarnation, c'est un réalignement de la nature humaine avec celle de Dieu. Ouais. De l'autre côté, moi, en tout cas, ça me fait beaucoup résonner. Il y a quelque chose qui résonne en moi dans ce que tu dis. C'est de voir cette expérience que les gens qui ont la dysphorie du genre peuvent vivre, pas comme simplement comme une anomalie, ou de dire c'est comme une perversion, ou c'est une catégorie de gens distincts qui ont des problèmes mentaux, ou en tout cas d'essayer de les mettre dans une boîte comme autres, mais vraiment de dire non, il y a un vécu, il y a des éléments de ce vécu-là, il y a une dimension de ce vécu-là qui est universelle. Ça touche à un vécu que nous aussi, on partage, qu'on exprime différemment, par rapport auquel on offre d'autres solutions ou d'autres approches, mais le ressenti est pas si étranger que ça à celui de tout être humain. Comme tu le disais, c'est comme un sentiment d'exil, ce sentiment profond qu'on est fait pour un autre monde, qu'on est fait pour un autre type de vie, qu'on est fait pour un ailleurs, et qu'on désire ardemment tendre vers un ordre des choses, tendre vers une existence qui est parfaitement alignée à ce qui devrait être. C'est un sentiment qui est profond, et qui implique aussi que la vie humaine, c'est un chemin où on essaie de retrouver, d'avancer progressivement vers l'accomplissement parfait de qui on est, quoi, de notre identité. Et ça, on parle ici de transition de sexe, etc. C'est une manifestation d'une chose que, effectivement, la pensée chrétienne a livré à notre civilisation quelque part, qui est que, ce que la sagesse biblique va enseigner, c'est que toute personne est appelée à changer, pour utiliser un terme religieux, à se convertir et à changer de sens. Oui, changer de sens et même changer complètement. Le terme grec, la métanoïa, c'est changer d'esprit. Changer vraiment complètement de vision des choses. Et il y a un style de vie aussi qui s'aligne là-dessus. Quelqu'un qui dirait non, mais moi je peux pas juste me contenter de l'état dans lequel je suis, j'ai besoin de progresser dans ma vie, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'être mieux aligné sur qui je suis vraiment, c'est une manifestation d'un désir qui est, on dirait presque naturel, qui est normal en fait. Et dans la vie humaine, l'être humain n'est pas statique, l'être humain est censé progresser, avancer, et il n'y a rien qui est irréparable, qui est irrécupérable. On peut toujours tendre vers qui on doit véritablement être. Alors évidemment, le message chrétien, il va dire, on trouve cette réconciliation avec nous-mêmes quand on a trouvé la réconciliation avec Dieu, qui est la réalité ultime. Et ça, c'est un chemin qu'on doit tous emprunter. Oui, et c'est intéressant, Christelle, ce que tu dis, parce que y a cette notion que, même dans la foi chrétienne, il y a cette recherche de l'élan vers devenir un petit peu plus moi-même, devenir un petit peu plus nous-mêmes, rechercher un petit peu peut-être la meilleure version de nous-mêmes. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez présent dans aussi tout un pan de développement personnel et de quête un peu culturelle d'accomplissement de soi et d'authenticité. Mais la différence, c'est que le christianisme va pas te dire peu importe ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu vis, tu peux le devenir. Parce que c'est mieux pour toi. Tout se trouve en toi, exactement.
Le christianisme, il insiste aussi sur le fait que la souffrance fait partie de la condition humaine. Et que devenir le vrai soi, c'est pas quelque chose qu'on retrouvera de l'intérieur quand on aura bien creusé et qu'on aura bien suivi nos intuitions, nos sentiments les plus profonds, nos idées telles qu'on les vit à l'intérieur, mais quand on se sera rapproché de Dieu. Et ça, c'est peut-être le gros point de basculement entre peut-être la manière dont on va voir le débat transgenre dans la société et la manière dont le christianisme valide la difficulté d'être humain, la difficulté de vivre dans notre corps humain parce qu'on est fait pour un ailleurs, la dysphorie parfois entre le vécu et le corps dans lequel on vit. Mais il va aussi nous amener à faire confiance à Dieu pour rechercher cette authenticité de la vie, à faire confiance que c'est lui qui sait vraiment qui on est et pas nous-mêmes. Et c'est le gros point de basculement, et c'est peut-être quelque chose qui paraît choquant pour vous les auditeurs. C'est pas quelque chose qui est simple à vivre au quotidien, je sais pas ce que vous en pensez les gars, hein, de placer sa confiance en Dieu pour savoir qui on est vraiment nous, mais c'est ce qui découle de cette doctrine dont tu as parlé, qui est au cœur de la Bible et au cœur de l'anthropologie humaine selon le message chrétien, l'imago Dei, le fait d'être créé à l'image de Dieu, et que plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche de son image. Et ce qui est merveilleux, c'est que, en fait, on est tous et toutes invités à un chemin de transformation. Et que ce chemin de transformation, il se fait, il engage l'entièreté de l'être humain, pas seulement son corps, pas seulement ses pensées, mais l'entièreté de l'être humain. Et il se construit dans la relation. C'est pas juste un rapport de soi à soi, ou le fait de consommer certains produits ou avoir certaines transformations physiques. C'est beaucoup plus profond, et c'est une transformation qui se vit dans la relation. Une relation avec celui qui nous connaît et celui qui peut nous accompagner vers qui nous sommes vraiment. It is like a finger pointing away to the moon. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. 3 manières pour soutenir le podcast. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et mettez un pouce bleu là, en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.